Bienvenue dans Objectif Tech, un podcast de Capgemini France. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Trajectoire, l'émission du podcast Objectif Tech qui raconte la transformation des entreprises à l'ère de la convergence des technologies. Nos usages digitaux explosent et leurs impacts deviennent de plus en plus visibles. En effet, selon une étude de l'ARCEP, le numérique génère aujourd'hui 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit un peu moins que les émissions totales du secteur des poids lourds. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Poulard, cofondateur d'Aguaro, qui va nous expliquer comment réinventer le numérique sans compromettre ni la performance, ni la cybersécurité et ni notre planète. Nous sommes au studio 147 et ça commence maintenant. Trajectoire, une émission présentée par Delphine Le Garlès. Bonjour Mathieu et merci d'être venu participer au podcast. Bonjour Delphine, merci de m'avoir invité. Alors, juste pour résumer, Aguaro, c'est bien une plateforme SaaS qui permet aux entreprises de piloter la réduction des coûts environnementaux de leur activité. Oui, exactement. De leur activité, de leur organisation, ou même éventuellement à l'échelle des différents projets. Je te propose déjà qu'on commence par les bases. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du numérique responsable ? Oui, bien sûr. Le numérique responsable, c'est un numérique qui va tenir compte des impacts environnementaux, des impacts sociaux, et ce sur l'ensemble du cycle de vie des équipements, mais aussi d'un système d'information. Donc ça va de la fabrication jusqu'au déploiement, la maintenance, et également dans son usage et la fin de vie. Alors pour donner peut-être un exemple que ce soit un peu plus concret, si on prend un ordinateur portable de 2 kg par exemple, il va mobiliser 600 kg de matières premières, 200 kg d'énergie fossile, 23 kilos de composés chimiques, de produits chimiques, 1,5 tonne d'eau. Et donc on comprend effectivement que ça a des impacts assez importants, environnementalement parlant, mais aussi socialement, dans la chaîne de production notamment et à la fin de vie. Et peut-être, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas tant le numérique, en fait, qui est responsable, mais c'est plus nous, effectivement, dans sa conception, dans son déploiement, etc., qui devons être responsables. Et dans ses usages aussi, j'imagine. Et dans ses usages, bien sûr, évidemment. Alors, avant de continuer, je te propose un petit pas de côté avec une chronique recettes de cuisine. Alors, je crois que tu voulais nous partager une recette, et pas n'importe laquelle, celle des donuts. Je te laisse nous en expliquer un peu plus. Merci beaucoup. En fait, c'est une image que j'aime beaucoup. C'est Kate Raworth, c'est une économiste britannique, qui effectivement a mis en place cette théorie du donut. Donc, il faut voir ça en fait comme une image, un donut. Vous voyez très bien ce que c'est. Et donc, on va représenter finalement le bord extérieur comme le plafond écologique. On parle de limites planétaires. Et d'ailleurs, j'en profite, en fait, on a la 7e des limites planétaires qui vient d'être dépassée récemment. Et puis, finalement, l'intérieur du donut qui représente le plancher social. On parle aussi parfois d'objectifs de développement durable. Et donc, c'est une image qui est importante, qui vient en opposition avec cette image d'une croissance infinie, sans frontières, qui est largement portée d'ailleurs par la tech et quelques grandes figures américaines, dont certaines nous parlent de fusées pour aller chercher plus de matière justement en dehors de notre planète, ou même devoir habiter sur une planète morte, par exemple Mars. Voilà. Et donc j'aime bien en fait cette image, et le numérique responsable s'inscrit pleinement là-dedans. C'est venir en fait s'inscrire dans cet espace qui est juste et sûr pour l'humanité, et ça donne finalement une direction à un numérique qui parfois en manque, qui va transformer beaucoup de choses. Ça lui donne en fait une direction. C'est ça que je trouve l'image très intéressante et la recette intéressante. Exactement. Et ben merci pour cette pause gourmande. Je propose maintenant de passer à quelque chose d'un peu plus concret. On va parler mesures. Est-ce qu'il existe des indicateurs qui permettent de faire le lien entre performance opérationnelle et environnementale ? Oui, bien sûr. Alors d'ailleurs, il ne faut pas les opposer. Quand on regarde la définition de la performance, c'est quoi ? C'est de chercher l'optimisation, l'efficacité, l'efficience. L'efficience, c'est quoi ? C'est de faire autant ou voire plus avec moins. Or, en fait, dès lors qu'on va vouloir réduire son empreinte environnementale, eh bien, on va chercher à réduire le nombre d'équipements, réduire la quantité d'énergie, peut-être réduire aussi le nombre de kilomètres parcourus pour effectuer la réparation de ces matériels. Et donc, les deux convergent.
Donc on va avoir des indicateurs qui sont des indicateurs autour de la durée de vie, par exemple, du taux d'équipement, des indicateurs également qui sont sur de l'intensité d'énergie ou d'électricité par utilisateur, par pays ou autre. Et puis je crois qu'au-delà de la performance en tant que telle, il y a aussi une interrogation de la finalité. Et donc dans la finalité, c'est soit sur le parc existant ou le portefeuille applicatif existant. On travaille par exemple pour Schneider, qui ont un programme de rationalisation de leur portefeuille applicatif. Typiquement, l'enjeu, c'est d'avoir également un angle plus sur les coûts environnementaux, ce qui va nous permettre effectivement de valoriser à la fois des gains environnementaux, mais aussi des économies. Pourquoi ? Parce que quand on décommissionne, c'est toute une grappe finalement d'infrastructures qu'on va pouvoir décommissionner, et donc de ce fait, ça participe pleinement de la performance. Ce que j'aime bien aussi dire, c'est que ça favorise l'innovation quand on met sous contrainte. Et puis j'aime bien aussi, surtout en ce moment, il y a un compromis, je pense, de plus en plus important à trouver entre performance et robustesse. Et c'est intéressant en fait, de regarder ces éléments-là. Alors, la robustesse, on la comprend dans l'IT, on a des systèmes redondés, typiquement en fait, pour des data centers. On a parfois même des générateurs de secours. On va mettre des litres d'essence pour, en cas d'une rupture de service, de pouvoir utiliser ce générateur de secours. Donc on comprend bien en fait dans l'IT qu'on ne cherche pas que la performance et qu'on va aussi chercher une certaine robustesse. Et en cela, le numérique responsable, en tout cas la réduction de l'empreinte environnementale, ça va permettre de limiter un certain nombre de risques. Des risques de dépendance tout simplement aux énergies fossiles, dont l'Union européenne en tout cas est largement en fait dépendante d'autres pays. De la même manière sur des matières critiques, puisque je vous parlais de l'ordinateur, de l'ordinateur portable de tout à l'heure, il y a dans les 50 métaux, il y en a près de la moitié en fait qui sont considérés comme un risque de pénurie par l'Union européenne dans les prochaines années. C'est des risques également sur ces talents, c'est des risques avec une jeune génération qui est aussi très attentive à ce type d'enjeux. C'est une dépendance également sur certains fournisseurs. Et donc, c'est intéressant de faire cet exercice-là pour une DSI, puisque elle comprend qu'en fait, une part de son empreinte dépend largement de ses fournisseurs. Donc, il y a une relation aussi de partenariat pour que toute sa chaîne fournisseur puisse effectivement se décarboner de la même manière, ou en tout cas réduire l'ensemble de ses autres coûts environnementaux également. Oui, c'est une question finalement de création d'écosystèmes, et puis c'est des questions éminemment géopolitiques, on en a déjà parlé dans le podcast. Ouais, c'est ça, c'est au-delà, on parle d'un siècle des catastrophes, on parle d'une polycrise, d'une période de polycrise, donc effectivement on est pleinement là-dedans. Donc voilà, on voit bien en fait que ces enjeux convergent à la fois avec des enjeux de performance, on va faire des économies, mais aussi dans une meilleure maîtrise d'un certain nombre de risques qui sont majeurs. Ça, c'est la big picture, quelque part. Mais si on vient au niveau individuel, au niveau de l'individu, comment on fait pour qu'en fait, chaque chef de projet ou chaque développeur devienne un peu son propre éco-comptable ? Alors, j'aime bien éco-comptable, j'aime bien aussi être acteur du changement. Vous avez un rapport en fait du GIEC là, qui est sorti cet été sur les changements de comportement. Il souligne à quel point il faut que chacun finalement puisse avoir des actions qui sont mesurables. Et donc tout l'enjeu, c'est de lui offrir cette possibilité-là. Ça veut dire qu'il puisse mesurer ses actions, son empreinte environnementale à date, et de voir dans quelle mesure il peut influencer sur celle-ci. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire à toutes les échelles, potentiellement également dans la gestion d'un nouveau projet. C'est de pouvoir donner les clés de compréhension à ces gens qui viennent délivrer un service, le concevoir. Et on essaie de le faire le plus tôt possible, puisque plus on a un regard sur ces enjeux-là tôt, et plus on aura évidemment une possibilité de corriger en fait une certaine trajectoire. Et avec l'explosion des usages autour de l'IA notamment, toutes les entreprises se questionnent quand même sur ces sujets. Comment on peut poursuivre et aller plus loin finalement dans son approche numérique responsable face à cette explosion des usages ? Alors l'explosion des usages ne date pas de l'IA, c'était il y a déjà bien longtemps. On est dans un domaine qui évolue très rapidement. L'IA effectivement accélère encore un peu plus. C'est sûr. Mais finalement, l'approche reste la même. C'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est de piloter par la mesure. Quand bien même, en fait, il y a des incertitudes. Finalement, l'incertitude devient un paramètre de gestion. Sur cette nouvelle technologie, il y a, parce qu'elles sont relativement récentes, il y a effectivement des incertitudes, mais ça ne nous empêche pas d'intégrer ça dans le pilotage et de mettre en place les KPI qui vont bien.
en tout cas des métriques en fait, qui nous permettent de maîtriser ces différents coûts. Il y a de plus en plus de projets aujourd'hui qui intègrent une composante IA plus ou moins forte. Et là aussi, c'est de donner la possibilité à des chefs de projet, à des personnes qui conçoivent ce type de service, de peut-être flécher vers des LLM plus petits, et également d'interroger sur la finalité. Et au-delà de l'aspect quantitatif, on leur donne aussi la possibilité de vérifier leur alignement avec les bonnes pratiques. Je parlerai par exemple du RIA 31, qui donne un certain nombre de bonnes pratiques, à la fois pour les enjeux environnementaux, mais aussi sociaux. Oui, c'était l'AFNOR qu'on avait reçu qui nous disait que il fallait toujours se questionner sur est-ce qu'on a besoin de l'IA sur tel projet. Exactement. Et puis après, en effet, les tailles de LLM, on n'a peut-être pas besoin toujours du plus gros LLM pour un projet donné. Il y a un sujet auquel on pense peu finalement quand on parle de numérique responsable, c'est la cybersécurité. Mathieu, selon toi, comment on trouve l'équilibre entre ces deux sujets ? Mais je dirais que c'est la cybersécurité, on est justement plus dans la robustesse. Donc effectivement, on va avoir plus d'équipements, plus de services, et donc ça va augmenter en fait nécessairement l'empreinte environnementale. Néanmoins, à certains endroits, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut converger soit avec des enjeux de robustesse, soit avec des enjeux de performance. Mais nous, ce qu'on a observé avec pas mal de nos clients, c'est que finalement, quand ils font une mesure, ils regardent notamment leur parc d'équipements. Pour ces grandes organisations, c'est parfois des dizaines, des centaines, voire des millions en fait, d'équipements. Quand on va regarder en fait, sous un autre angle que celui avec lequel ils le regardent d'habitude, on va pouvoir identifier un défaut de qualité, de cohérence parfois. Et donc, in fine, à l'issue du projet qu'ils peuvent mener avec nous, ils vont avoir une qualité de leur inventaire qui va être de manière assez substantielle rehaussée. Et donc ça converge typiquement à mieux connaître son parc. C'est effectivement accroître ou limiter les risques de cybersécurité. Pour conclure, si on élargit nos perspectives, en quoi, selon toi, le numérique responsable sera l'allié de la résilience des DSI ? Alors on en a un peu parlé, en mettant en place ce qu'il faut pour réduire son empreinte environnementale, en réduisant les impacts sociaux, on va effectivement gagner en robustesse, on va gagner en résilience. On a parlé d'un certain nombre de risques de dépendance aux énergies fossiles, risques de dépendance matière. On a parlé également des risques qui sont liés à l'attractivité des talents, des personnes qui recherchent un métier avec du sens. On a parlé également de risques sur sa chaîne fournisseur. À Guaro, on a d'abord été motivé par avoir le plus d'impact possible, aussi modeste soit-il. Et donc on a ciblé très tôt les grandes organisations. Donc ça peut être des grandes banques comme le Crédit Agricole ou BNP ou autres types de grandes sociétés, qu'elles soient d'ailleurs également dans le domaine industriel. On a parlé de Schneider Electric tout à l'heure, et également beaucoup dans le public. Et c'était, de par évidemment l'impact au sein de ces grandes organisations qui représentent pour certaines plusieurs centaines, voire milliers, dizaines de milliers de PME, mais aussi pour l'effet en cascade que ça va produire sur leur chaîne fournisseur. Pourquoi ? Parce que ces grands comptes, en faisant cet exercice-là, ils se rendent compte qu'ils pourront diminuer avec le concours de leurs fournisseurs. Ça permet un dialogue différent. Parfois aussi, on a des clients comme Helpline qui vont produire des rapports environnementaux pour leurs clients. Et là aussi, de la même manière, c'est d'instaurer un dialogue avec leurs clients pour que toute la chaîne, finalement, puisse œuvrer à la réduction de l'impact environnemental. Donc voilà, on voit que ça participe de la résilience des organisations. On a parlé des différentes crises. Et donc, il s'agit de se mettre en capacité de piloter avec ces externalités négatives, et puis regarder simplement quelques KPI qui sont liés au business. Et puis je crois profondément également, si on a démarré par la tech, c'est que si la tech réussit cet exercice-là, elle aura un pouvoir de transformation tel qu'elle l'a déjà finalement aujourd'hui pour le métier, pour les organisations. Et donc elle sera d'autant plus à même effectivement d'aider l'organisation à sa décarbonisation et à sa résilience également. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je t'en prie, merci beaucoup à toi. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à Objectif Tech sur votre plateforme de streaming préférée pour ne manquer aucun épisode. À très vite pour une nouvelle émission.